Bonjour à tous et bienvenue dans le Face à Face. Heureuse de vous retrouver avec nos deux duettistes, nos déutistes, David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue Hémicycle. Bonjour à vous. Et Bonjour. Pierre Bonjour. Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Donc vos unes respectives. Eh bien, en ce qui concerne l'hémicycle, c'est une une sur les Jeux Olympiques, une très géopolitique. On racontait un petit peu les tensions qui avaient entouré la préparation de ces Jeux, qui, on l'a vu, se sont parfaitement bien déroulés. Ouais. Et Pierre, votre une. Et nous faisons Politis. la rentrée avec Lucie Castéa qui nous donne une interview et qui répond à Emmanuel Macron sur les nouveautés dont nous allons parler ce matin. Voilà. Alors, l'espoir fait vivre et anime visiblement encore Emmanuel Macron qui cherche sa coalition après avoir écarté pour gouverner le Rassemblement national et la France insoumise. Le président consulte à tout va les partis politiques depuis le début de la semaine. Est-ce que dans le fond, sa planche de salut reste le centre droit ou la droite, puisqu'il reçoit aujourd'hui les Républicains? Est-ce qu'il lui reste dans le fond que ça? C'est ce qu'il espère, mais en réalité, j'ai envie de citer ici Francis Cabrel et son fameux tube. C'est toujours le même film qui passe, Sur les larmes de ton plancher. En réalité, depuis 2002, majorité, souvenez-vous, déjà assez relative. Il espérait trouver un accord avec la gauche modérée, la gauche social-démocrate et les républicains, on va dire la droite modérée. Ça n'a pas été le cas. Il a été obligé de tirer des bords. Il a même été obligé de dissoudre. Et là, sa majorité s'est encore réduite à peau de chagrin. Et évidemment, ni les socialistes et les sociodémocrates, ni la droite modérée n'a envie de monter sur le Titanic alors que l'iceberg s'approche. Donc, je trouve que voilà, on est un peu dans la même situation que les 2 années précédentes, mais encore pire, puisque là, vraiment, il n'y a aucune planche de salut. J'ai l'impression qu'à l'Élysée, on mise sur une nomination dans quelques jours. On parle du week-end ou de la fin de semaine prochaine. Je pense que c'est très optimiste et qu'à mon avis, Emmanuel Macron va avoir beaucoup de difficultés à trouver la perle rare ou le mouton à 5 pattes, c'est selon. Oui, parce qu'il faut qu'il trouve un équipage à la solidité presque pas parfaite, mais enfin au moins un équipage qui ne va pas couler à la moindre, pour reprendre des métaphores, à la moindre vague. Mais visiblement, l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est la stabilité. Il a organisé l'instabilité. Et la seule stabilité possible à cette heure, c'est-à-dire si on veut imaginer que la plus grande coalition soit amenée à gouverner, en dehors du NFP, le nouveau Front Populaire, je ne vois pas. Ça ne suffit pas pour imposer la stabilité, mais c'est la seule solution. L'historien politologue Patrick Weil faisait la comparaison avec l'Espagne. On a quand même un monarque en Espagne qui a admis que personne n'avait de majorité aux dernières élections, mais il a, de fait, quand c'est comme aux Jeux Olympiques, le premier qui arrive, c'est lui qui a la médaille d'or, c'est pas le second. Ouais. Donc le roi a demandé à la formation, la première arrivée en tête, qui était la droite, de constituer un gouvernement. Ils n'y sont pas parvenus. Il a demandé à la gauche de constituer un gouvernement. Ils ont fini par obtenir un accord et à trouver des coalitions. Donc Emmanuel Macron, si on lit, il n'y a rien dans la Constitution qui impose à Emmanuel Macron de nommer le NFP, mais la logique politique, la logique institutionnelle voudrait qu'il confie à la gauche la possibilité de constituer une stabilité. Et s'il veut de la stabilité vraiment, il peut tout à fait demander à ses députés de ne pas voter la censure, de s'engager à ne pas voter la censure contre un gouvernement NFP. Ils pourront toujours s'opposer aux propositions du NFP, mais ils peuvent pas demander la censure. Quand vous dites la gauche, mais la gauche, il y a ces fameux deux gauches dont on dit qu'elles étaient irréconciliables. Enfin, c'était Manuel Valls qui avait théorisé ça il y a à peu près 10 ans. Quand on parle de la gauche, est-ce que c'est la gauche? Bon, le NFP, on a compris qu'il n'en voulait pas, mais est-ce que le président regarde aussi du côté des rangs socialistes avec des noms comme Bernard Cazeneuve ou Pierre Moscovici, qui a rendu sa carte du Parti socialiste, Bernard Cazeneuve. Oui, tout à fait. Bon, c'est pour ça que je dis issu des rangs. Qui ne serait pas un repoussoir, dans le fond, pour le bloc central. Bien sûr, on en revient à votre question précédente. Il mise sur une gauche modérée, une partie du Parti socialiste qui cherche à se détacher de la France insoumise. Et d'ailleurs, le NFP n'est pas en voie de dislocation, mais au sein du Parti socialiste, dont le congrès, dont la rentrée, non, mais ça ressemble à un congrès, vous avez raison. S'ouvre demain. Oui, ça ressemble à un congrès, parce qu'en réalité, vous avez 50%, vous avez les deux courants minoritaires du PS qui représentent 50% du Parti socialiste, 51 même, qui sont contre la ligne d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon et contestent Olivier Faure. Donc le pauvre patron du Parti socialiste, il se prépare une rentrée un peu compliquée. Pour l'instant, ça ne met pas du tout en cause l'union du NFP qui continue à avancer groupé, mais on voit que ça tangue dans les rangs et qu'il y a certains socialistes qui disent que, contrairement aux insoumis, d'abord,
il n'appelle pas à marcher et à manifester contre le président Macron, qu'il n'approuve pas la procédure de destitution qui a été annoncée par les mélenchonistes, et que eux, ils se verraient tout à fait continuer les discussions avec Emmanuel Macron, et pourquoi pas soutenir un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve. Je reviens sur ce que disait Pierre. Oui, vous avez raison, rien n'oblige Emmanuel Macron à nommer un gouvernement de gauche, et il pourrait tout à fait le faire. Le problème, c'est que son argument, il est à la fois tactique, mais il est véritable. C'est-à-dire qu'un gouvernement de gauche tomberait instantanément sous le coup d'une motion de censure. Pourquoi ? Parce qu'il a une majorité contre lui, et que le RN, plus LR, plus les macronistes, eh bien, voteraient cette motion de censure. Mais ce qu'il ne veut pas, Emmanuel Macron, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la session parlementaire commence le 1er octobre prochain. Et que si vous nommez aujourd'hui Lucie Castet un gouvernement du NFP, en un mois, ils ont le temps de faire beaucoup de choses. Ils ont le temps de détricoter beaucoup de choses. Ils ont le temps de détricoter du point de vue avec des décrets, hein, sans que les députés siègent et votent, mais ils ont le temps de détricoter la réforme des retraites, ou du moins certains décrets d'application. Ils ont le temps de mettre en place le SMIC à 1 600 €, de mettre en place toute une série de mesures qui, pour Emmanuel Macron, sont inacceptables. Et c'est bien la raison pour laquelle il ne souhaite absolument pas voir ce gouvernement accéder à Matignon. Ouais. C'est tout à fait juste. Il y a quand même un sujet. Là, j'entends bien que depuis la rentrée, même depuis les élections législatives, on cherche à trouver une majorité. Donc on fait de la politique sur de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne cesse de dire il faut des gens raisonnables qui arrivent à trouver une coalition qui permettrait cette fameuse stabilité. Mais je sais que c'est quand même compliqué d'avoir une lecture un peu objective de ce qu'ont dit les Français. C'est compliqué de commencer une phrase en disant les Français ont dit que au moment d'une élection, mais ils ont au moins dit deux choses, je crois. C'est on ne veut pas de l'extrême droite, on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et je ne dis pas ils ont voulu du NFP parce que c'est une timide volonté. Ils ont fait un front républicain aussi. Bien sûr, il y a eu un front. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une volonté de ne pas mettre l'extrême droite au pouvoir. Il y a une volonté de ne plus avoir la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est quand même compliqué. Comment voulez-vous nouer légitimement une coalition avec un mouvement qui est au pouvoir depuis 7 ans, alors que les Français n'en veulent pas? C'est ça qui est problématique, y compris quand les socialistes disent il faut travailler avec les macronistes. Mais travailler sur quelle base? Sur la base d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire des réductions de dépenses de 10 milliards d'euros comme le propose Gabriel Attal. Ça, je crois que les Français, on peut assez facilement dire qu'ils n'en veulent plus. Ils veulent une autre politique. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même le reconnaît. Il dit il faut une nouvelle politique. Les Français, c'est ce qu'ils aspirent. Donc comment voulez-vous faire différemment avec ceux qui ont conduit le pays dans lequel je vais vous poser la question peut-être différemment sur Lucie Castet. Est-ce que Emmanuel Macron avait le choix alors que la droite, le centre, le Rassemblement national avait dit s'il y a quelqu'un du NFP, en l'occurrence Lucie Castet, il y aura une motion de censure immédiate. Bien sûr, il avait le choix. Il pouvait tout à fait. Vous citiez l'exemple espagnol avec le roi qui avait nommé, qui avait proposé plusieurs coalitions. Il retombait dans l'instabilité immédiate. Mais d'une certaine manière, Emmanuel Macron se prémunissait de cette façon contre les critiques en disant en déni de démocratie. Il disait bon ben voilà, vous êtes arrivé en tête, vous n'avez pas la majorité, tentez le coup. Présentez-vous. Et évidemment, ce gouvernement de gauche allait tomber au bout d'un mois. Mais simplement, pour la raison pour laquelle j'indiquais tout à l'heure, il y aurait eu un certain nombre de réformes qui auraient été inacceptables pour Emmanuel Macron. Et puis, l'argument de l'Élysée, ça faisait avancer le schmilblick. Non, mais au moins il donnait un gage, entre guillemets, de non-déni démocratique. Après, il faut aussi écouter les arguments de l'Élysée, selon lesquels le président est garant de la stabilité des institutions. Ça, c'est vrai. Et qu'il n'est pas forcément tenu de mettre en place un gouvernement qui durera un mois. Le problème, c'est que de l'autre côté, maintenant, puisque le deuxième round est ouvert et qu'après avoir éliminé la gauche, il se tourne vers la droite, il n'est pas du tout garanti qu'à droite ou au centre, il trouve une majorité, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le même problème va se poser. C'est-à-dire qu'en gros... Oui, mais il y a le pacte législatif de Laurent Wauquiez. Bien sûr, qui va servir à quoi son pacte législatif? Mais en réalité, je pense que les amis, il faut s'habituer à rentrer dans une nouvelle ère. Nous sortons dans l'inconnu. Nous avons connu la Ve République pendant plus de 70 ans avec toute une série de, près de 70 ans, pardon, avec des gouvernements stables qui duraient plusieurs mois, plusieurs années. Je pense que là, on rentre dans une ère qui va plus ressembler à la 4e République, avec des gouvernements qui vont durer quelques semaines, quelques mois au maximum, qui vont tomber. Et je pense qu'on va se retrouver toute cette saison sur ce plateau à commenter ces aléas. Ce qui montre d'ailleurs qu'au-delà de ces tractations et de ces négociations, et j'en finis là-dessus, peut-être qu'il faudrait se tourner aussi sur notre structure, là, nos règles du jeu, nos règles constitutionnelles et institutionnelles, qu'à l'évidence, il faut faire évoluer. Elles ne fonctionnent plus. Notre
constitution, ou est-ce que c'est le texte, ou est-ce que c'est la pratique, je ne sais pas, c'est à débattre avec les spécialistes, mais en tout cas, n'est plus adapté à notre jeu politique, et à l'évidence, quelque chose est bloqué, il faut le faire évoluer. Alors une sixième République, comme le clame d'ailleurs à un moment, Arnaud Montebourg, et puis bien sûr Jean-Luc Mélenchon, mais pas pour les mêmes raisons, j'imagine. Est-ce qu'il faut changer nos institutions? C'est la solution? Il y a un débat, évidemment, et la logique, c'est qu'on s'interroge sur les règles du jeu institutionnel qui nous conduisent à avoir cette incertitude, cette instabilité. Mais je nous trouve quand même très indulgent vis-à-vis du président de la République, quand même, parce que parce qu'il fait de la politique fiction. Quand il écrit sa lettre aux Français, pas sa lettre aux Français, mais quand il fait son communiqué de presse, où il dit il y aurait systématiquement 350 personnes. Donc ça veut dire qu'il fait une alliance entre le macroniste à droite et l'extrême droite. Il met tout le monde dans le même paquet en disant qu'il ferait tomber systématiquement un gouvernement du NFP. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Lucie Castet... il a consulté, ils lui ont dit. Non, il a consulté, ils lui ont dit. Lucie Castet et la coalition du NFP consultent aussi. Il y a des discussions entre Lucie Castet, des macronistes, des gens du MoDem, y compris sur des questions aussi importantes que la question de la fiscalité, le retour d'un ISF, un ISF climatique, etc. Il y a des sujets sur lesquels c'est possible d'avancer. Donc la coalition, je veux dire, elle est possible sur un certain nombre de sujets. Quand Jean-Luc Mélenchon dit notre programme, tout le programme règle le programme, évidemment, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pas la position de Lucie Castet si elle devait se retrouver à être chef du gouvernement. Donc je trouve que Emmanuel Macron, qui a quand même plaidé le rassemblement, le front républicain, là, il joue un jeu un peu bizarre. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas en train d'inventer le front anti-républicain avec l'extrême droite, quand même. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est tout avec le patronat, avec l'extrême droite, la Macronie, tout. Sauf le NFP. Est-ce que Mélenchon n'a pas cassé non plus la baraque de Lucie Castet? Est-ce que... Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il n'a aucun intérêt à ce que le gouvernement s'installe. Lui, on le sait, il ne pense qu'à 2027, ne joue que 2027 et ne fonctionne... en réalité. Oui, mais lui peut-être plus que les autres, parce que vous l'avez dit, il a sapé les fondations de cette stratégie visant à mettre Lucie Castet à Matignon. Vous avez raison sur l'énorme responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette situation, qui nous explique qu'il est garant de la stabilité, alors que c'est lui-même qui a produit le chaos avec cette stratégie de dissolution. Il aurait tout à fait pu continuer tranquillement avec Gabriel Attal, c'était compliqué, mais c'était quand même moins problématique qu'aujourd'hui. Donc là où vous avez raison, il a fait n'importe quoi, il a dissous, il nous a expliqué qu'il y avait un risque de guerre civile, puis appelé au Front républicain, et puis aujourd'hui, il temporise, et ça fait 8 semaines que la France est sans gouvernement. Donc là, oui, vous avez raison. Maintenant, convenez, Pierre, que du fait que, pour les raisons que vous venez d'indiquer, ce gouvernement de gauche, il ne tient pas. Si jamais Lucie Castet s'installe et commence à essayer de trouver des accords avec la Macronie, grosso modo, ou les macronistes de gauche, ou les centristes, pour appliquer un programme un peu édulcoré, eh bien, que va faire Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr, il va expliquer que c'est une trahison, que les sociotraîtres sont à nouveau au pouvoir, et que c'est, comme vous l'avez dit, tout le programme, et rien que le programme. Donc lui aussi est un facteur d'instabilité, et vise vraisemblablement beaucoup plus loin que le... Si c'est le scénario, possiblement, vous avez raison sur le scénario qui s'écrirait de cette manière-là, si c'était ça l'hypothèse d'Emmanuel Macron, mais laissons faire les choses. C'est ça qui est quand même problématique. Mais dans quel pays où, enfin, je ne sais pas, vous posez la question de la 6e République, mais c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur quand même l'extrême pouvoir du président de la République. Dans quel pays un pouvoir qui perd les élections à 3 reprises garde le pouvoir? Enfin, c'est quand même ça qui est en train de se passer. On a toujours le même Premier ministre, on a toujours la même présidente de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, le vote a eu lieu, hein, mais c'est quand même un peu particulier. Les Français doivent se dire, on a été pris pour des cons quand même, parce que quand même les gens se sont déplacés. Ils ont certes pas donné de majorité à personne, donc personne n'a véritablement gagné, mais il y a quand même une confiscation du pouvoir par Emmanuel Macron qui interroge sur l'état de notre démocratie. Donc oui, je pense qu'il y a nécessité à repenser nos institutions. Mais je trouve qu'Emmanuel Macron, lui, joue un jeu extrêmement dangereux. En réalité, c'est intéressant de comparer avec des exemples voisins. Prenez le cas de l'Italie. On parle beaucoup des gouvernements techniques, vous savez, qui sont nommés quand il n'y a pas de coalition. Mais en réalité, c'est le président en Italie, président de la République, qui lui-même est élu par le Parlement, qui joue vraiment le rôle d'arbitre, de dénicheur ou d'éclaireur de coalition. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas prisonnier des partis, il ne joue pas son jeu. Il joue, lui, l'intérêt général. En France, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout procède du président, tout le système est fondé par et pour le président, et encore plus avec Emmanuel Macron. Et évidemment, Emmanuel Macron ne joue pas l'intérêt général, il joue son intérêt, l'intérêt de son parti. On en revient encore une fois à la question institutionnelle et constitutionnelle. Le système ne fonctionne plus et ne tourne plus. J'ai envie de vous poser la question, c'est quelle légitimité aurait un gouvernement
qui irait de la Macronie à la droite, Voilà. si certaines droites acceptaient, et une partie de la gauche. C'est quoi le programme qui a été présenté aux Français pour appliquer la coalition? Mais il n'y a aucune légitimité démocratique à ce que cette coalition existe. Non, Donc quand mais... Emmanuel Macron dit « soyez raisonnables, trouvez-nous une coalition », mais je suis désolé, c'est pas le résultat des urnes qui a dit ça. Enfin, personne, les Français n'ont pas voté pour une coalition de la gauche, du centre et de la droite. La seule coalition qui s'est présentée telle quelle devant les Français, c'est le NFP. Elle a été suffisamment critiquée pour dire c'était pas une formation c'était pas une coalition cohérente, ils se détestent, ils sont pas d'accord sur rien. Sauf que bon, c'est quand même les Français qui les ont portés. Est-ce que justement Emmanuel Macron a minimisé la possibilité de la gauche à se mettre d'accord et à former une coalition? Il s'attendait peut-être à ce que la gauche explose, sur les divisions existantes, préexistantes de la NUPES. Il s'est dit bon, ils vont pas se mettre d'accord. Bien sûr, il n'imaginait pas 3 secondes, Emmanuel Macron, que la gauche serait rassemblée pour des élections législatives. Et aujourd'hui, il fait tout pour continuer à diviser la gauche. On voit bien que sans doute ce qui va sortir du chapeau, ça va être une personnalité soit issue des rangs de la gauche, soit une personnalité un peu consensuelle qui peut parler à une partie de la gauche, avec laquelle une partie du Parti socialiste pourrait imaginer penser des coalitions ou en tout cas des projets sur lesquels il y aurait des majorités. Donc oui, il va chercher à diviser. On voit bien aujourd'hui, il va recevoir visiblement les représentants des régions de France. Donc, et puis peut-être demain, ça sera les élus locaux. On sait très bien qu'il a consulté des élus locaux de gauche, du Parti socialiste, en dissidence avec Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Donc on voit bien qu'il va chercher à continuer à diviser la gauche. Et c'est sans doute la seule manière pour lui de ramener à lui peut-être une partie des députés socialistes, peut-être une grande partie du bloc central, et voir quelques députés des Républicains qui ont envie de rentrer au gouvernement. Il ne va pas ramener à lui François Hollande, qui a déclaré que c'était une faute institutionnelle d'Emmanuel Macron en ne nommant pas Lucie Castet. Absolument, dans une interview au Point. Là où je rejoins Pierre, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si jamais une telle coalition fonctionne, ce qui à mon avis ne marchera pas, mais elle aura une légitimité démocratique, c'est-à-dire qu'elle aura une majorité, même très courte, à l'Assemblée nationale, mais d'abord il faut la trouver, et ensuite là où je vous rejoins, c'est sur quel programme, je veux dire, pour faire quoi? On sait très bien qu'aujourd'hui la France a besoin de toute une série de réformes. On n'est pas, les Français, les partis politiques sont pas d'accord sur les réformes. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Est-ce qu'il faut réformer encore les retraites, le chômage? Ça, il y a plusieurs options. Mais en tout cas, il faut des réformes. Et cette majorité-là, à l'évidence, elle ne pourra faire aucune de ces réformes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc le blocage est total. Le blocage institutionnel et politique est total. Et je le répète, va durer encore un certain nombre de mois, au moins jusqu'à l'été prochain, puisque le président ne peut pas dissoudre avant le mois de juin prochain. Et on n'a pas parlé du Rassemblement national au cours de cette émission, qui, lui, se frotte les mains de tout ce qui est en train de se passer parce qu'il ne veut participer à rien et il espère ne participer à rien. Et justement, la grande question, c'est que vont-ils faire? Et est-ce qu'ils vont suivre leur... Dans le fond, ils ont compris qu'ils n'avaient pas pu gagner parce que faute de participants, faute de crédibilité, et donc peut-être jouer la responsabilité et ne pas voter des motions de censure en attendant... C'est intéressant de savoir ce que fera le Rassemblement national. S'il devait y avoir une coalition macroniste droite, que la gauche fait la censure, on verra ce que fera le Rassemblement national. Très intéressant. En tout cas, je vous rejoins sur le fait que le Front National, le Rassemblement national se frotte les mains et à l'évidence bénéficie de cette situation. Merci à tous les deux. Merci, on se retrouve la semaine prochaine et je crois qu'on est condamné à se répéter. Merci, sauf s'il y a un Premier ministre avant. Merci.